Bonjour à tous. Du coup, on va faire une conférence digestive sur les guidelines de plateforme et comment ces guidelines peuvent impliquer et s'appliquer à votre développement d'application. Je voulais faire un petit peu d'histoire d'abord. Si on revient en 1987, il y a presque 30 ans, sortait le Macintosh 2, l'ordinateur phare d'Apple. Et en même temps, cette année-là, également, on avait la deuxième version de Windows, qui était la première version où vous pouviez mettre une fenêtre au-dessus d'une autre. C'est également l'année où sont sorties les premières guidelines de développeurs. Elles ont été publiées par Apple. C'est un livre de 120 pages qui a pour but de décrire aux développeurs d'applications quelles sont les bonnes pratiques sur la plateforme Apple et quelles sont les bonnes pratiques d'interaction en règle générale. Microsoft n'était pas en reste non plus. Tandy Trower, qui à l'époque était le responsable de la gamme Windows, avait été missionné par Steve Ballmer d'écrire également des guidelines. Et en fait, c'était très important pour eux parce que finalement, c'est ce qui permettait d'avoir une expérience utilisateur sur leur plateforme qui était cohérente et qui derrière allait permettre à des utilisateurs de servir de logiciels qui n'étaient pas créés par Apple ou par Microsoft, mais qui avaient tout autant d'intérêt. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, on retrouve des conseils qui étaient là-dedans, dans ces livres à l'époque, qui sont toujours applicables aujourd'hui. Donc là, il y a le feedback utilisateur. Voilà, alors pour être en mesure d'agir, l'utilisateur doit être informé. Quand par exemple l'utilisateur opère une action, un feedback immédiat doit lui confirmer que celle-ci est en cours d'exécution et finalement qu'elle est terminée. Cette communication doit être directe, brève et exprimée dans le vocabulaire de l'utilisateur plutôt que du programmeur. Donc si vous faites des applications, j'imagine que ça vous parle. Quand vous avez un utilisateur qui ajoute une donnée, qui ajoute quelque chose, qui fait une action, vous essayez de donner un feedback directement, de dire ok, ça a marché, ça n'a pas marché, où on en est. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'action majeure qu'on faisait quand on utilisait un ordinateur, c'était attendre. On double-cliquait, ça moulinait, on attendait. Et donc d'avoir, ça paraît tout bête, mais d'avoir ce sablier qui était finalement quelque chose de visible pour dire à l'utilisateur, ok, là il se passe quelque chose, il faut attendre, ça va se terminer, c'est un sablier, le temps s'écoule. C'était une façon de donner un feedback utilisateur. Bon, après, ça n'a pas marché partout. C'est vrai qu'il y a eu des ratés en route. Mais globalement l'idée était là. Et aujourd'hui, on se retrouve finalement avec trois grandes plateformes qui ont chacune leurs guidelines. Donc, Apple a toujours les Human Interaction Guidelines, c'est Human Interface Guidelines d'ailleurs, qui du coup s'appliquent à iOS et macOS. Android avec le Material Design. Alors ça, c'était annoncé par Google en 2014 à la sortie de Lollipop, et ça a été une vraie évolution dans le monde Android parce que avant ça, vous aviez un petit peu la blague de ouais, attends, je développe une application sur Android, c'est pas grave si je fais pas de design, tout le monde s'en fout. Je vais reprendre mon application iPhone et puis je vais faire exactement la même chose. Aujourd'hui, Android s'est créé une image propre avec des guidelines propres, et vous avez des applications qui commencent par être créées sur Android avec un design qui est pas forcément complètement différent, mais en tout cas qui suit ses propres bonnes pratiques. Et plus récemment, vous avez Microsoft également qui a renouvelé ses guidelines avec un pari très intéressant qui est de dire finalement, quand vous créez une application, que vous la créez pour desktop, pour mobile, pour tablette, vous pouvez garder les mêmes principes d'interaction, et donc finalement, vous pouvez avoir une base de code commune et faire une app vraiment universelle qui fonctionne partout. C'est un petit peu le principe du design responsive pour les sites web, mais appliqué aux applications. C'est encore un peu tôt pour dire si ça marchera ou pas, mais en tout cas, c'est un pari qui est très intéressant. Donc on voit bien que pour ces plateformes, ça a vraiment un intérêt. Ces guidelines ont vraiment un intérêt au niveau de comment les applications vont être développées et quelle va être la qualité de la plateforme. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est finalement, pour nous, développeurs d'applications, pour vous, développeurs d'applications, quel est l'impact? Et je voudrais essayer de vous montrer pourquoi vous avez intérêt, selon moi, à suivre ces guidelines pour tout un tas de raisons. D'abord, petite définition de guidelines que j'aime bien. Pratique recommandée autorisant un certain degré d'interprétation, d'exécution ou d'usage. Il s'agit de quelque chose qui est, encore une fois, une bonne pratique. C'est différent d'une règle, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire,
Si vous prenez la plateforme iOS par exemple, vous avez des règles de soumission de votre application. Si vous ne suivez pas ces règles, votre application va être rejetée. Si vous voulez faire de l'achat dans votre application, vous devez utiliser l'in-app purchase d'Apple. Si vous ne l'utilisez pas, votre application sera rejetée. En revanche, si vous ne suivez pas les guidelines, votre application sera scalée, mais en attendant, vous allez être sur le store de la même façon. Donc il y a vraiment une question finalement de se dire, ok, est-ce que j'ai intérêt à suivre ces guidelines ou est-ce que j'ai envie de faire à ma sauce, recréer quelque chose. Et donc du coup, un des points, je voudrais parler de 5 points. Le premier, c'est l'ergonomie. Et je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée et qui vous est peut-être déjà arrivée. Je voyage pas mal et chaque fois que je vais dans un hôtel ou dans un Airbnb, j'ai toujours ce moment un peu bizarre où je veux aller prendre une douche. Je me déshabille, je rentre dans la baignoire, j'allume l'eau, il y a l'eau qui commence à couler du bain. Et là, je suis là, ok, d'accord, mais moi je veux prendre une douche, pas un bain. Et pour quelqu'un qui fait de l'expérience utilisateur, passer 5 minutes tout nu dans une baignoire, se dire ok, comment est-ce que je passe l'eau de la baignoire à la douche, c'est assez frustrant. Et finalement, c'est un peu la même chose pour vos applications. Alors, c'est pas exactement la même chose parce que finalement, moi, quoi qu'il arrive, je vais me laver. Dans le pire des cas, j'utiliserai l'eau du bain, je me mettrai à 4 pattes et je me débrouillerai. Pour les applications, ça ne marche pas comme ça. Si un utilisateur n'arrive pas à faire quelque chose, au bout de 10-20 secondes, bah, c'est très simple, il va arrêter, il va passer à une autre application, il va chercher quelque chose de mieux en disant « Ok, cette application elle est super compliquée, une étoile et c'est fini ». Et si vous voulez, finalement, quand vous réfléchissez à ce qui a été fait sur les plateformes avec ces guidelines, ce sont des principes qu'utilisent les plateformes elles-mêmes. C'est-à-dire que les applications des plateformes, les applications standards, utilisent ces guidelines. Donc en fait, en utilisant ces guidelines aussi, vous mettez en avant le fait que votre application va être facile à utiliser, que les gens vont déjà savoir comment s'en servir parce qu'ils sont habitués à s'en servir déjà dans leur système d'exploitation. Pour vous donner un exemple, par exemple, donc ça c'est Dashen, je vous fais juste 2 petits mots sur Dashen. On a un gestionnaire de mots de passe et un portefeuille électronique. On vous permet de sécuriser toutes vos données personnelles, mots de passe, adresse, numéro de téléphone, carte bancaire, sur vos appareils, de les synchroniser partout et quand vous êtes sur Internet, vous n'avez plus à les retaper. Donc plus de mots de passe à se souvenir, plus de carte bancaire à retaper quand vous voulez acheter sur Internet. Voilà, c'est génial, téléchargez-le, c'est super. Mais toujours est-il que là, pour revenir à notre exemple, vous avez l'application iOS, vous avez l'application Android. On est sur un écran qui est assez basique, qui est l'écran finalement qui a une liste de mots de passe. Et vous pouvez voir qu'on a vraiment 2 principes d'interaction différents. Vous allez voir ici la façon dont on a le menu avec la navbar qui se fait sur la plateforme iOS. Sur Android, vous avez un menu en haut à gauche, le hamburger menu. La façon dont vous ajoutez un mot de passe, voilà, en haut à droite sur iOS et en bas à droite sur Android. Pour quelqu'un qui utilise iOS, avoir un bouton en bas à droite, c'est juste pour ajouter quelque chose, c'est juste pas comme il est habitué. Ça demande un effort en plus et du coup, ça baisse la rétention. Deuxième point, c'est la qualité du design et l'innovation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces guidelines, elles ont été créées par des femmes et des hommes qui étaient assez intelligents et surtout dont c'était le métier de plancher sur 2-3 interactions. Et pendant que vous allez travailler, vous, à créer vos applications, vous allez retomber sur finalement des problématiques qu'ils ont déjà rencontrées et qu'ils ont déjà solutionnées. Et peut-être que vous allez trouver quelque chose de super innovant, mais vous allez passer beaucoup de temps à potentiellement réinventer la poudre, alors que ça a déjà été fait. Alors vous pouvez me dire, ok, d'accord, mais en attendant, moi, mon application, je n'ai pas envie qu'elle ressemble à n'importe quelle application. J'ai un service qui est spécifique. Pourquoi est-ce que je ferais quelque chose qui ressemble finalement à toutes les applications de la plateforme? En fait, si vous voulez, les guidelines vous donnent un cadre. Elles vous donnent un cadre de réflexion sur la plateforme, mais ils ne vous forcent pas à définir un design complet. Justement, moi, mon point, c'est que en tant que designer, vous allez avoir beaucoup plus de liberté à évoluer dans ces guidelines. Ça va vous donner finalement une fenêtre de réflexion pour pouvoir vous dire, OK, ça, c'est réglé, je ne m'en occupe pas. En revanche, voilà sur quoi je vais pouvoir innover. Quelles vont être les micro-interactions qui vont faire que mon application est beaucoup plus sympa à utiliser. Et pour donner un exemple, c'est Dashlane, une super application, de micro-interactions qu'on a faites.
Voilà, vous êtes là, c'est sur une page de détail d'un mot de passe. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise le logo rose bonbon / corail d'Airbnb et on l'utilise pour mettre en fait, le fond d'écran de la page, les boutons qu'on colore aussi dans la même couleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait sur toutes les plateformes. On fait ça sur Mac, on fait ça sur PC, on fait ça sur iOS, on fait ça sur Android. C'est quelque chose qui nous est propre, c'est quelque chose qui est cross-platform. Et ça n'empêche pas, par ailleurs, d'ici sur cet écran, de suivre les guidelines de Material Design sur la façon dont on représente les choses. De la même façon, on travaille énormément sur toutes nos icônes, avoir des icônes qui soient compréhensibles et aussi avoir des icônes qui soient les mêmes d'une plateforme à une autre, de façon à ce que pour les utilisateurs, ils puissent se retrouver quand ils passent d'un appareil à un autre. Et encore une fois, ça ne nous empêche pas de suivre les guidelines. Troisième point qui est aussi important, c'est le développement. Si vous regardez, il y a les guidelines d'un côté, mais il y a aussi des kits de développement qui sont fournis avec les plateformes. Et ça ne va pas vous paraître super étonnant, les composants qui sont développés, les composants standards, suivent les guidelines. Si vous designez une application qui ne suit pas ces guidelines, vous allez devoir finalement recoder certains composants, vous allez devoir recoder quelque chose pour en faire du spécifique. Et non seulement ça va vous prendre plus de temps parce que vous allez devoir le refaire vous-même, mais surtout, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est que la maintenabilité va être complètement différente. C'est-à-dire que quand cette plateforme va évoluer, quand vous allez avoir une mise à jour d'iOS par exemple, quand ils vont changer des principes d'interaction, eux, ils vont se faire en sorte que leurs composants migrent avec cette évolution. Vos composants custom, ils ne vont pas évoluer, vous allez devoir soit les laisser, dans ce cas-là vous aurez une application qui aura l'air vieille, soit les faire évoluer. Et nous, ça nous est arrivé avant de suivre les guidelines, notamment quand on était sur iOS et sur Android aussi, on suivait pas les guidelines, et je peux m'en prendre qu'à moi, c'était moi qui faisais le produit à l'époque déjà. Quand iOS 9 est sorti, il y a eu ce qu'ils appelaient le slide view, le split screen et slide view, qui en fait vous permettait d'avoir deux applications en même temps sur iPad. Et nous, comme on souhaitait suivre ce qui se passait, on a décidé d'implémenter ça et on l'a implémenté sur notre ancienne application. Ça nous a pris 1 mois et demi à recréer finalement ce truc standard. Quand on a refait notre application, c'est venu gratuitement. C'est-à-dire on n'a même pas passé une seconde à travailler sur ce problème parce que comme on suivait déjà tous les principes d'interaction, ça s'est fait automatiquement et gratuitement. Et ce qui fait que peu importe comment vous êtes, peu importe dans quel état vous êtes, tout scale de façon magique. Et ça fait qu'aujourd'hui, au-delà de ça, notre application elle est compatible de iPhone 5C à iPad Pro et se rend très bien sur chaque plateforme sans finalement qu'on ait un coût additionnel. Quatrième point, c'est l'équipe. Et on entend, enfin je suis sûr que c'est un challenge aussi pour vous, on entend beaucoup de startups dire ok, l'équipe c'est la chose la plus importante pour nous. Et avoir du mal à recruter des personnes de très bonne qualité, les gros calibres. Si vous voulez, si vous prenez des gens qui sont passionnés par leur métier, qui sont passionnés par l'environnement dans lequel ils travaillent, la plupart du temps, ils sont très motivés par tout ce qui va sortir. Et tout ce qui va sortir sont annoncés par les plateformes et suivent une certaine logique. Et c'est vrai que nous, quand on fait passer des entretiens, quand on a refait notre développement iOS, on a profité pour passer à Swift, on a fait passer des entretiens à des développeurs. Le fait qu'on passe à Swift, le fait qu'on retravaille sur des guidelines, c'était quelque chose qui était super motivant pour eux, qui était ok, d'accord, en fait, je vais passer d'une entreprise où certes, je développe sur des choses intéressantes, mais qui sont sur des vieilles technologies, à une entreprise où en plus, je vais apprendre des choses nouvelles, où je vais être au maximum de la technologie. C'est aussi quelque chose qui est super important. Je voulais mettre des photos des gens de Dashlane, mais j'en avais pas, donc je vais passer directement au dernier point. Sur la distribution et la conversion. Alors c'est à double tranchant parce que si vous voulez, il faut pas refaire ces applications en vous disant ok c'est super, je vais faire mes applications, je vais être mis en avant et tout. Maintenant le fait est que si vous mettez à la place des différentes plateformes,
et j'imagine de leur ligne éditoriale, quand ils doivent mettre en avant quand ils choisissent des applications à mettre en avant sur les stores, forcément ils vont plus avoir tendance à mettre en avant des applications qui suivent leurs guidelines. Et on peut pas leur en vouloir pour ça. Et ça peut avoir un impact assez important. Nous, quand on a refait notre application Android, on a été featured pendant 4 semaines. Pendant 4 semaines, on a eu x3 le volume de création de compte. Et après, à la suite de ça, on a été Editor's Choice, donc c'est un peu le niveau au-dessus quand ils font une vraie revue de l'expérience utilisateur. Là, on est resté sur l'Editor's Choice pendant 6 mois et pareil, on a eu x3 de création de compte pendant toute cette période. Donc si vous voulez, même en termes de chiffres, parce que c'est un investissement, on y reviendra plus tard, c'est un investissement de refaire son application, mais en termes de retour sur investissement, ça peut être aussi super intéressant. Puis au-delà de ça, en termes de conversion aussi, vous voyez, si vous allez télécharger une application que vous y connaissez rien et que cette application, elle est sélection de l'App Store ou qu'elle est choix de l'équipe, vous allez avoir des conversions, des taux de conversion en termes de téléchargement qui vont être beaucoup plus importants. Sans compter que quand des personnes ne cherchent pas forcément votre application, mais tapent la gestionnaire de mots de passe. Là, je pense que Dashen sort en premier parce que j'avais l'application installée. Je ne suis pas en train de dire qu'on sort en premier tout le temps, mais n'empêche qu'ici, nous, on a choix de l'équipe, on a le petit badge top développeur, mais ça ne veut rien dire à personne. C'est vrai que quand vous arrivez là, vous pouvez vous dire, OK, finalement, je vais peut-être commencer à essayer l'application qui est recommandée par la plateforme. C'est aussi très important. Après, c'est pas parce que vous avez refaire votre application que j'avais tweeté ça un petit peu avant. C'est pas parce que vous allez refaire votre application que vous avez 100% de chance d'être featured et vous ne devriez pas non plus le faire pour ça. En revanche, ça peut vous pousser et pousser les gens. C'est un vrai challenge aussi en interne pour pousser les gens à vous dire OK, on a un but, c'est à la fin d'avoir une application qui est assez bien, qui suit assez les guidelines. Ce n'est pas qu'une question de suivre les guidelines, c'est aussi une question de les implémenter. D'ailleurs, ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de designer parce que vous suivez les guidelines, c'est un vrai métier de les implémenter correctement. Et ça peut être un vrai challenge du coup de se dire OK, on va réussir à faire quelque chose de nouveau à ce niveau-là. Donc voilà, 5 choses, ergonomie, qualité de design, innovation, développement, équipe et distribution et conversion. Maintenant, vous pouvez être dans différentes cas de figure aujourd'hui. Vous pouvez être dans un cas de figure où vous suivez déjà les guidelines. Et dans ce cas-là, vous sentez bien, vous êtes en train de vous dire « Ok, c'est cool, je fais les bons trucs ». Ou alors, vous êtes en train de développer une nouvelle application. Dans ce cas-là, j'espère que j'arrive à vous convaincre d'utiliser les guidelines si jamais ce n'était pas le cas, que vous ne pensiez pas le faire. Et dernière possibilité qui n'est pas évidente, qui est finalement, moi, j'ai déjà mon application, elle est déjà faite, elle ne suit pas les guidelines. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais mon application? J'ai une roadmap aussi. Est-ce que je suis ma roadmap? Donc moi, j'ai trois questions, je pense, que vous pouvez vous poser dans ce cas-là, qui sont importantes. Et c'est vraiment un retour d'expérience parce que nous, on est passé par là. On a décidé de refaire notre application Android, on a décidé de refaire nos applications iOS pour suivre ces guidelines. Et finalement, les 3 questions qui ont été importantes pour nous, ça a été cassé. Non, c'est bon. Est-ce que vous avez des problèmes en termes de rapidité de développement et de maintenance? C'est-à-dire à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, est-ce que ça vous prend plus de temps que ce que ça voudrait vous prendre quand la plateforme évolue, quand vous voulez ajuster une nouvelle fonctionnalité? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une base de code qui est trop vieille et que vous n'êtes pas assez agile? C'est peut-être le moment dans ce cas-là de refaire votre application. Deuxième, c'est est-ce que vous avez le projet à court ou moyen terme d'ajouter des nouvelles fonctionnalités structurantes pour votre application? Peut-être que vous avez fait votre application il y a 1, 2, 3 ans. Quand vous l'avez pensé, vous n'aviez pas de retour d'expérience de vos utilisateurs, vous ne saviez pas exactement ce qui allait être important, donc vous êtes dans un truc où vous allez devoir changer votre application. Donc vous avez le choix de rajouter une feature au-dessus du reste et de vous dire, tant pis, on va voir un peu comment ça marche. Ou alors, vous pouvez vous dire, ok, c'est peut-être le bon moment finalement, ça va me prendre moins de temps de repartir from scratch, de réessayer quelque chose, et en même temps d'être dans une idée de qualité au niveau de ce que je produis. Dernière question qui est aussi importante, c'est celle de l'équipe. Et là, il y a 2 questions. Il y a la motivation de votre équipe, parce que c'est quelque chose où vous allez entraîner des gens pendant pas mal de temps, et je vous encourage à aller parler à votre équipe produit, votre équipe de développement sur est-ce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire?
Et aussi, est-ce que vous avez les compétences en interne? Parce qu'il ne s'agit pas que de vouloir, c'est pas si simple que ça, c'est pas simplement je lis les guidelines et je les applique, c'est aussi quelque chose qui demande pas mal de travail, et ça peut valoir la peine d'ailleurs de vous faire aider par une personne externe qui a plus l'habitude pour venir travailler avec vos développeurs. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire au sujet des guidelines. J'espère que ça vous a plu. Et protégez vos données, utilisez des mots de passe forts et uniques sur chaque site web. Merci beaucoup Alexis. Merci. Bon, on en a encore 3 minutes. J'ai des petites questions, ça tombe bien. En termes d'usage, est-ce que vous êtes plus pro ou particulier? Alors c'est une bonne question. On a commencé particulier parce que, si vous voulez, la problématique des mots de passe et de l'identité en règle générale, c'est quelque chose qui est universel. Si vous demandez, dans la salle, qui a eu un problème de mot de passe dans les 6 derniers mois? Ah oui. Donc du coup, on s'est dit, ok, on va faire un produit B2C et le faire de l'usage le plus simple possible pour que vous n'ayez pas à être quelqu'un qui soit un expert en informatique pour l'utiliser. Le fait est qu'aujourd'hui, on a eu des entreprises pour qui la sécurité est beaucoup plus importante. Et donc, du coup, ils sont venus vers nous en disant « Ok, est-ce que vous n'avez pas une offre entreprise? Moi, j'aimerais gérer des licences, j'aimerais gérer mes mots de passe en entreprise. » Et donc, on a développé une offre entreprise qui est sortie cette année où, en gros, on permet à des administrateurs de gérer les mots de passe pour leurs utilisateurs, pour leurs employés, de gérer quand ils partent. Tout ça, encore une fois, le plus simple possible. Juste avant de passer à la question sur la confidentialité, je vois qu'il y a une petite lumière qui est en train de clignoter. On a l'impression d'être en boîte de nuit, en fait. C'est ça, hein. C'est ça que je vois à chaque fois. Regarde le plafond. On va essayer de vous réparer ça la prochaine conférence. Sur la confidentialité, nos données, parce que moi j'ai l'application. Ouais. Est-ce que vous pouvez aller voir tous mes comptes, tous mes mots de passe, que les personnes qui ont l'application, est-ce que vous pouvez aller voir leur mot de passe aussi? Non. Alors, on a 3 grands principes chez Dashlane. C'est la simplicité, l'universalité et la confidentialité. La confidentialité des données, pour nous, c'est super important. Et si vous voulez, toute la partie de sécurité sur laquelle on travaille est là-dessus. C'est-à-dire que finalement, vos données sont chiffrées localement sur vos machines. Sur nos serveurs, on n'a absolument rien. On a des données chiffrées, mais on n'a pas votre clé de déchiffrement. C'est-à-dire que votre mot de passe MES que vous utilisez pour accéder à l'application, on ne l'a pas. Il n'est jamais transmis sur Internet. Il est juste utilisé localement à un moment donné pour déchiffrer vos données. Ce qui fait qu'on peut dormir sur nos 2 oreilles. Si Dashlane, demain, est piraté, et peut-être et sûrement que Dashlane sera piraté, comme tout le monde, les données de nos utilisateurs sont protégées. En gros, à partir du moment où nous, on n'y a pas accès, on considère que quelqu'un d'autre ne pourra pas y avoir accès non plus. Et dernière question, le business model, c'est lequel chez vous? Alors, on a une offre gratuite qui vous permet d'utiliser toutes les applications sur n'importe lequel de vos appareils. Si vous voulez synchroniser vos données entre les différents appareils, là, vous avez une offre premium qui est de 39,99 € par an. Et on a une offre dédiée aux entreprises qui s'adapte en fonction de la taille de l'entreprise. Donc grâce à la partie premium, vous pouvez vivre... Exactement, oui. Nous, il n'y a pas de pub dans Dashlane, il n'y a pas d'utilisation, surtout pas de vente de données, de rien du tout. Nous, on se bat énormément sur toute la partie privacy, la partie confidentialité des données. Ça fait partie de notre combat et on pense que c'est un enjeu majeur de l'identité dans le futur. Super, et écoute, merci beaucoup Alexis.